Bonjour, nous allons regarder ensemble les liens entre la submersion marine et le maintien du trait de côte et plus largement les stratégies locales en matière de submersion marine. Petit rappel du contexte juridique, aujourd'hui nous avons affaire à une situation avec un aléa qui sont ces phénomènes naturels, d'occurrence d'intensité variable, qui conduisent à la submersion des zones basses côtières. À côté de cela, il y a évidemment des enjeux consistant évidemment lorsqu'on est en présence d'habitations, à les protéger, à essayer de trouver en tout cas des solutions par rapport à ces habitations. En étant tout à fait honnête, on relèvera qu'il existe plusieurs situations par rapport à ces habitations. Il y a des situations où il y a une certaine densité, où techniquement et économiquement il est viable d'apporter des solutions de protection permettant de garantir autant que possible le maintien de ces habitations. Et dans certains cas, on devra constater malheureusement qu'on ne peut pas, ou il n'est pas viable, d'apporter à certains endroits de solutions autres que l'accompagnement au changement climatique. Et donc, en réalité, accepter l'aléa et le retrait, et par contre, mettre en sécurité les populations. Il faut relever qu'il n'existe pas de définition juridique dans nos textes aujourd'hui précise des notions de submersion marine, des notions de trait de côte, même d'aléa. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu certaines incertitudes, je dirais, avec l'État qui a pu avoir des positions assez variables sur l'intégration ou non du trait de côte dans la GEMAPI. Aujourd'hui, il y a un certain consensus pour évoquer qu'il y a une forme de superposition, mais qui n'est pas parfaite, entre le trait de côte et la GEMAPI. Tout dépend des contextes locaux. Et c'est un aspect important aussi, c'est que typiquement sur la compétence GEMAPI, et sur toutes ces questions-là de submersion marine, d'érosion du trait de côte, on va être confronté très très vite à des situations où il faut malheureusement procéder au cas par cas et on ne peut pas calquer une solution unique sur l'ensemble du territoire. Comme vous le savez, la GEMAPI comprend donc ce bloc, la défense contre les inondations et contre la mer. Et c'est dedans qu'on va retrouver notre submersion marine. Et tout de suite, on doit identifier différentes situations. La submersion marine seule relève a priori de l'item 5 quand il y a des enjeux humains derrière, et principalement des enjeux d'habitation. Effectivement, si la montée des eaux me conduit en période de tempête, notamment par des phénomènes d'aggravation, à des situations où il va y avoir du coup des secteurs qui vont être en submersion marine, je rentre dans la définition effectivement a priori de la GEMAPI. L'érosion côtière en elle-même, par contre, peut sembler de prime abord comme n'étant pas de la GEMAPI. Quand l'érosion d'une falaise n'a pas d'incidence d'habitation derrière, c'est un changement de panorama, c'est un changement de paysage, mais force est de constater qu'on n'a pas attendu la GEMAPI pour le faire, on n'a même pas attendu l'existence de l'humanité, si, on a attendu qu'elle existe, mais pour constater que l'érosion est un phénomène continu, mais qui s'aggrave. Mais il n'y a pas aujourd'hui, systématiquement, d'enjeu humain. Mais dans certains cas, on va avoir cette superposition entre les deux, avec l'érosion côtière, qui peut aggraver l'enjeu de submersion marine, ou qui n'aura pas un enjeu immédiat, mais si on n'y fait rien, peut derrière relever d'un enjeu gémapien. Typiquement, le cordon dunaire, qui à un moment donné peut du coup complètement altérer la situation, ou une érosion qui en réalité, si elle s'aggrave, va faire en sorte que les ouvrages ne vont plus remplir complètement leur office. Donc, on voit bien qu'il y a des situations où là, il y aura cette superposition, où des enjeux seront en tout ou partie gémapiens. Il faut absolument, en matière de GEMAPI, sortir d'une approche qui serait trop binaire. L'item 5, important donc le volet défense contre la mer, n'est pas une compétence uniquement d'ouvrage. C'est le premier malentendu qu'on a souvent en matière de GEMAPI. On le sait déjà au niveau des cours d'eau, c'est une réalité aussi au niveau du littoral. Dans certains cas, la réponse en matière de GEMAPI ne sera pas forcément d'ériger des digues et des systèmes d'endiguement, mais peut-être tout simplement d'avoir des actions qui vont permettre d'éviter le phénomène de submersion marine. Et ça peut aller sur du rensablement, par exemple, ou toute autre opération. Certaines opérations, par ailleurs, ne seront que partiellement gémapiennes. Et c'est vrai, soit en littoral ou en rétro-littoral. Un ouvrage, une digue, parfois peut avoir plusieurs vocations. Certes, de rentrer dans le système d'endiguement, mais aussi potentiellement peut être l'assiette d'une voirie et aura peut-être même été renforcée pour soutenir le trafic, voire même aussi être le réceptacle sous Vierre de réseaux. On voit bien du coup il y a plusieurs finalités. Et de ce point de vue-là, il faut sortir de la logique binaire parce que le droit lui-même est sorti de la logique binaire. C'est-à-dire que si les compétences effectivement restent encore sur une approche un peu binaire, le droit organise tout à fait, dans le Code général de la propriété des personnes publiques par exemple, les mécanismes de superposition d'affectation. Et dans le nombre de cas, certaines opérations seront que partiellement gémapiennes. Et l'enjeu va être plutôt d'identifier si c'est l'autorité gémapienne qui prend le lead ou une autre autorité.
Et parfois, on aura du coup des cofinancements de différents acteurs. Il faut relever enfin qu'il n'y a pas de grille officielle. Ne cherchez pas dans le Code de l'environnement une nomenclature, il n'y en a pas. En réalité, c'est à chaque territoire de connaître ses enjeux, de connaître ses ouvrages, de modéliser ses risques, et à partir de là, d'en tirer des conclusions sur ce que je prends en titre de la GEMAPI, ce que je ne prends pas, et les opérations où il y aura peut-être des cofinancements à mettre en place. Et là, toute la question sera du coup d'organiser ces cofinancements. Cofinancements qui se calquent en réalité sur le régime des responsabilités. C'est-à-dire que, évidemment, si je suis sur un ouvrage qui a une dominante gémapienne, mais qui sert aussi des enjeux de voirie, et ainsi de suite, potentiellement, l'ensemble de ces acteurs-là pourront se retrouver autour de la table, à la fois pour les aspects financiers et aussi demain s'il y a un problème de dommages, évidemment. Rajoutons à cela les orientations engagées par la loi climat résilience d'août 2021 et l'ordonnance du 7 avril 2022, qui font évoluer un petit peu cette approche, qui ne la révolutionne pas, mais qui viennent rajouter des petites briques au Lego qu'on est en train de mettre en place en matière de GEMAPI. Et notamment, la loi a commencé à enclencher tout un processus de réflexion sur la gestion du recul du trait de côte. Et notamment, la loi et l'ordonnance ont eu pour effet d'ajouter une dimension urbanistique qui manquait cruellement à l'ensemble du mécanisme. Petit rappel, auparavant, les aléas étaient gérés uniquement à travers le prisme des risques naturels et encore étaient souvent vus comme étant la gestion de risques secondaires. On en a vu les limites, notamment dans l'affaire Le Signal et la décision subséquente du Conseil constitutionnel. Le législateur prend acte du fait qu'aujourd'hui on sait modéliser une partie du risque. Pas tout, c'est vrai. Que c'est un phénomène progressif, qu'il faut anticiper. Et le problème de tout cela, c'est que le niveau de connaissance, le fait qu'on connaisse l'aléa, fait qu'on ne peut pas non plus le traiter que sous l'angle d'un risque naturel, sous-entendu, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Non, on peut l'anticiper, on doit donc le gérer. Et cette approche de gestion, elle vient sous l'angle essentiellement urbanistique, avec une stratégie à plusieurs niveaux. D'abord, la loi organise un premier niveau qui consiste à essayer d'arrêter une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. On verra, on attend le décret d'application pour juillet 2022, il aura peut-être un peu de retard, je ne sais pas. Et également, adossé à cette stratégie au niveau national, l'instauration du Conseil national de la mer et des littoraux. Là-dessus, autre étage à la fusée, on rajoute l'identification des secteurs impactés, et c'est le premier décret adopté le 29 avril dernier, de 2022 donc, qui liste les communes, mais c'est un peu sur la base du volontariat, qui sont impactées potentiellement par ce recul du trait de côte. Et aujourd'hui, il y a un petit arsenal juridique qui gravite autour de cela, mais on sait qu'on est au début même de la mise en place des outils. Donc on a cette liste-là, il y a un contentieux qui est engagé aussi d'ailleurs contre cette liste-là. Cette liste qui devrait être révisée périodiquement, au moins tous les 9 ans, mais sans doute plus vite en réalité, puisque certaines communes ont fait le choix d'attendre avant d'être intégrées. Cette liste-là permettra de disposer d'un arsenal juridique complémentaire. On verra après cet arsenal juridique, mais il s'agit notamment de pouvoir conventionner et de pouvoir utiliser certains outils par rapport à l'urbanisme. Et la loi climat résilience a également mis en place un rôle à l'autorité gémapienne qui reste contrainte par sa compétence GEMAPI, mais qui devient tout de même l'autorité compétente pour animer et élaborer une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. La loi a également remis en place une certaine cohérence au niveau des documents d'urbanisme, notamment en prévoyant que les SRADET, qui sont au-delà du document d'urbanisme, on est d'accord, intègrent les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, mais comme le SRADET est lui-même opposable au SCOT et ou au PLU, selon l'existence d'un SCOT, on aura du coup là aussi la répercussion de la stratégie nationale au niveau local, et ainsi de suite. Alors, l'enjeu derrière tout ça, évidemment, est de construire une stratégie. La stratégie locale devra s'appuyer sur, évidemment, l'identification de mes systèmes d'endiguement, des aménagements hydrauliques, mais pas que, des actions aussi que je peux porter potentiellement sur le territoire. Il s'agira aussi, dans cette stratégie locale, d'identifier mes ouvrages multifonctions, ceux qui ont un lien avec la submersion, ceux qui ont un lien avec l'érosion, et à partir de là, en déduire les portages. Et notamment voir, quand on est dans une situation complexe, au sens où il peut y avoir une superposition d'affectation, qui prend le lead? Le plus important étant évidemment qu'on n'ait pas de situation orpheline, mais que pour chaque situation, on ait un élément de réponse, qui peut être de dire « je ne gère pas cet ouvrage », mais au moins ça doit être clair. Et également, du coup, les partenariats à développer par rapport aux situations qu'on a déjà pu évoquer. Et il s'agit donc de modéliser aussi mon risque, de l'identifier, et à partir de là aussi en déduire les conséquences. Et s'il y a des territoires que je ne pourrais pas accompagner, en sens garantir une protection par un système d'endiguement, je devrais avoir une stratégie d'accompagnement sur la gestion de ce recul du trait de côte, notamment aux horizons de 30 ans et 100 ans. C'est indispensable. Ce qui veut dire aussi que par rapport à cette construction de stratégie,
il est important, comme j'aime bien le dire, de dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il est important de s'approprier les outils, les situations, donc l'état des lieux. Ensuite, élaborer sa stratégie, voir les outils disponibles, voir la cohérence de ma stratégie. Il est impensable d'avoir un territoire où je garantis une protection sur un secteur où il y a 2 habitations et un autre endroit qui semble identique où je ne la garantis pas. Il faut qu'il y ait une cohérence, une lisibilité de l'action publique. Je vois les outils aussi dont je dispose et je vois comment je vais les mettre en place. Il faut aussi ne pas hésiter à re-questionner périodiquement sa stratégie locale, parce que la stratégie locale, elle va être très dépendante, on le sait, de la connaissance. Une des incertitudes, par exemple, par rapport à l'évolution de l'aléa, c'est est-ce que les paramètres vont changer. On a travaillé récemment sur un territoire, l'aléa semble assez faible, mais on sait que s'il y a des évolutions par rapport au Gulf Stream, notamment sur ce territoire-là, ça peut tout changer. Donc il faudra re-questionner périodiquement sa stratégie, c'est une évidence. Et voir aussi les moyens que j'alloue derrière. Ensuite, ce qui est intéressant, à travers la loi climat-résilience et l'ordonnance du 7 avril 2022, c'est de relever que les textes m'apportent un début d'outil. D'abord, sur les communes qui sont comprises dans la liste du décret du 29 avril 2022, liste qui évoluera donc, eh bien, si ces communes sont couvertes par un PPRL, j'aurai la possibilité d'établir une carte de projection du recul du trait de côte. Et si elle n'est pas couverte, j'aurai même l'obligation d'établir une telle carte de projection de recul du trait de côte, ce qui me permettra du coup de pouvoir matérialiser dans mes documents d'urbanisme les secteurs qui sont impactés. Vous voyez que du coup, derrière, ça va me permettre de pouvoir jouer aussi sur mes autorisations d'urbanisme, mais aussi de m'assurer d'un porté à connaissance de l'aléa auprès des potentiels demandeurs. Je pourrais définir au sein du document graphique du PLU 2 zones, l'une exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans et l'autre à l'horizon de 30-100 ans. Dans les zones exposées à l'horizon de 30 ans, je mettrai en place une forte limitation des constructions et encadrer les travaux qui seront autorisés. Dans les zones exposées à l'horizon de 30-100 ans, je pourrais avoir des délivrances d'une autorisation, mais conditionnées au dépôt d'une somme couvrant les frais de démolition. Je pourrais également instituer un droit de préemption spécifique au bénéfice de la commune ou de l'EPCI qui est compétent, qui s'appliquera de plein droit dans la zone exposée à l'horizon de 30 ans, ce qui me permet du coup, sur les secteurs où je ne vais pas avoir une stratégie de système d'endiguement, d'avoir une stratégie plutôt d'accompagnement avec l'usage de mon droit de préemption, voire même, à terme, de l'expropriation lorsque je serai en situation plus immédiate face à l'aléa. Également, les textes me permettent de recourir à un régime un peu spécifique de baux, avec le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, qui me permet du coup d'autoriser par un bail une occupation, mais encadrée, adaptée à ce contexte-là. Voilà. Et puis, les textes organisent aussi des dérogations possibles par rapport à la loi littorale pour organiser le repli vers l'intérieur des terres. Donc on voit bien, c'est tout peu à peu un arsenal d'accompagnement à l'aléa climatique qui est en train de se déployer. Également, j'aurai donc, au niveau de la structure GEMAPienne cette fois-ci, puisqu'on voit bien, précédemment, c'est en grande partie au niveau de l'urbanisme que je joue donc commune, ou si la compétence a été transférée à la communauté. Mais là, par contre, c'est bien au titre de la GEMAPI que j'arrêterai aussi ma stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, avec du coup la stratégie, c'est un moment aussi, du coup, permettant d'organiser la concertation avec le public sur cette situation. Et de dire les choses qui fâchent, mais au moins de les dire. Notamment, cette stratégie permet de m'assurer de cette information du public sur le risque du recul du trait de côte, et je devrais évidemment faire en sorte que celle-ci soit conforme à la stratégie évidemment nationale. Elle devra donc être compatible avec le SRADET, et elle devra également tenir compte des écosystèmes côtiers et des espaces naturels utiles à la protection. Enfin, il faut relever, mais on attend encore les contours, que les territoires concernés par le décret auront la possibilité de conclure une convention technique et financière avec l'État, permettant d'être accompagnés, les modalités sont à définir, mais financièrement, techniquement, sur ces actions-là. Normalement, cette convention devra lister les moyens techniques et financiers mobilisés par l'État et les collectivités territoriales. Donc il y a une approche un peu partenariale là-dessus, notamment pour permettre la construction, l'adaptation, le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer, mettre en place des dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte, élaborer la carte locale d'exposition au recul du trait de côte et également les opérations d'aménagement qui vont être liées au recul du trait de côte. La stratégie locale, pour revenir sur elle, est un autre aspect important. C'est que à partir de celle-ci, je vais identifier les actions que je vais porter, qui va les porter en fonction de ses compétences, mais aussi est l'occasion de rappeler, malheureusement, certaines évidences, c'est que par rapport à l'érosion, les propriétaires sont aussi en premier rang pour assurer leur propre protection. Alors évidemment, réaliser des ouvrages pour un propriétaire sur le domaine public maritime n'est pas impossible en droit, mais délicat. Mais en revanche, comme pour la GEMAPI rétro-littorale, on a tout de même les propriétaires qui ont des obligations de conservation de leurs ouvrages existants et eux-mêmes se mettent en état. Mais en revanche, il faut bien que la stratégie identifie justement
ce qu'on compte apporter en termes d'action publique sur ces territoires-là, et au contraire, ce qu'on n'apportera pas, et ça posera la question par contre peut-être des autres moyens mobilisés. On raisonne souvent en termes d'ouvrages, mais c'est parfois le porter à connaissance par rapport au risque, l'organisation des secours et ainsi de suite qui seront à mettre en place. Ce qui pose nécessairement la question aussi derrière tout cela, eh bien de l'articulation entre ma stratégie locale et les plans communaux de sauvegarde par exemple, et aussi l'ensemble des actions en situation de crise. Voilà, ce sont donc les grandes lignes qu'on pouvait évoquer ensemble sur les articulations entre la gestion du recul du trait de côte, la GEMAPI et le volet submersion marine et les premières pistes de réflexion sur la stratégie locale qui doit être mise en place. Évidemment, il s'agit de textes qui vont encore évoluer. On attend beaucoup de textes d'application. Restez à l'écoute sur notre chaîne et sur notre blog. On ne manquera pas évidemment de vous partager toutes ces évolutions à venir. Merci, à très bientôt.